C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine scientifique et en ces nouveaux numéros, nous sommes encore une fois de plus sur le plan littéraire avec Chéribin Ilunga Wakaloé qui n'a pas tardé à revenir dans cette émission parce que c'est véritablement un écrivain productif cette fois-là avec Quand l'amour devient un poison. Voilà, c'est un roman, vous le savez, il est passé dans cette émission avec Femmes noires, Femmes nues, mes mots d'amour sont là, mais il est aussi auteur des Silences. On démocratise. Notre romancier, notre poète, notre nouvelliste, slammer, mais aussi professeur de français, Chéribin, bienvenue une fois de plus. Merci beaucoup, cher Marcus. Nous saluons aussi tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Cette fois-ci, c'est Ngué qui a publié ces romans. Tout à fait. Nous avons, pour cette fois-ci, voulu aller aussi au-delà de notre province. Nous l'avons publié aux éditions Ngué à Goma. Parfait. Alors, quand l'amour devient un poison, il est naturel, il est clair, et surtout en vous lisant, vous nous plongez cette fois-là dans un autre domaine. Bon, je sais, on est au mois de la femme, femme noire, femme nue, mes mots d'amour sont là. Je l'ai dit lors de notre précédente émission, vous tendez à vous spécialiser beaucoup plus dans le domaine du droit de la femme. Et ici, vous nous plongez dans une fresque sociale captivante qui entremêle à la fois la notion de liberté de la femme, la notion des contraintes par rapport à tout ce qu'il y a au niveau de la famille, mais aussi au niveau justement de la tradition. Alors on s'est dit, waouh, quel drame qui poigne en fait. Ah oui, merci beaucoup. Nous avons eu le plaisir d'aborder d'autres thématiques, comme vous l'avez constaté. Cette fois-là, c'est quand l'amour devient poison. Et dans cet ouvrage, nous avons montré dans quelle mesure l'amour que tout le monde recherche par-ci, par-là, mais quand est-ce que ça devient poison? Tout à fait. Et cet amour pousse votre héroïne, Vanessa, à exclure sa maman lors de son mariage. Tout à fait. Et oui, cet amour, c'est l'amour d'une mère. L'amour d'une mère envers sa fille. D'ailleurs, une unique fille qu'elle avait, Vanessa. Alors, cette dame qui n'a pas beaucoup étudié malheureusement, mais qui s'est donnée corps et âme à scolariser sa fille. Dès le début, la fille est orpheline, de le bas âge, elle perd son père, mais sa mère n'a pas croisé les bras. Elle se dit, je dois faire de mon mieux pour que ma fille puisse étudier. Alors, cette femme-là, elle va faire ses activités champêtres et autres jusqu'à envoyer sa fille à l'école. Quelques années plus tard, elle va obtenir son diplôme d'État. Elle obtient son diplôme d'État, sa mère, quand bien même elle n'a pas étudié, s'est dit non, je ne peux pas laisser ma fille s'arrêter au diplôme d'État. Elle doit encore beaucoup étudier. C'est alors qu'elle va faire un voyage vers un lieu quelque part que vous avez découvert bien sûr. Tout à fait. Alors, elle s'inscrit à l'université. Et là, je vais donner un peu une petite narration un peu plus vite. Alors, elle arrive à l'université, elle étudie. 5 ans plus tard, elle devient licenciée. Et quand elle devient licenciée, sa mère reste au village, dans son coin, mais en train de suivre de loin l'évolution des études de sa fille. Alors, cette femme-là, quand elle obtient son diplôme, Vanessa, elle devient femme, elle devient déjà licenciée. Alors, elle entreprend les chemins de tout le monde, les chemins que tout le monde envisage après avoir fini ses études. Et c'est quel chemin? Les chemins du mariage. Alors, la fille se marie. Mais il ne fallait pas qu'on puisse organiser les cérémonies de mariage à l'absence de sa femme, de sa mère. C'est ainsi qu'on va faire venir sa mère vers l'endroit où était la fille. Et pourquoi? Déjà, à ce niveau, se pose un problème. La fille est complexée. Elle se dit, mais j'ai beaucoup étudié. Mon mari qui me prend en mariage, c'est un monsieur vraiment civilisé. Je ne peux pas rentrer faire mon mariage au village. D'où je dois faire venir ma mère ici. On fait venir la maman et c'est les jours même de la cérémonie, lors de la cérémonie, ce que nous appelons communément soirée, ils sont dans la salle. Alors il fallait que la dame prenne les mots pour dire à l'assemblée, voilà, et voilà, c'est celle qui m'a fait scolariser, qui a payé mes études. Si je suis devenu ce que je suis, c'est grâce à cette maman.
Alors, curieusement, à ce que nous tous nous attendions, la dame prend le micro, elle dit, voilà, c'est avec les larmes aux yeux que je vous apprends que celle qui a payé ma scolarité n'a pas été disponible. Elle est restée chez moi au village. Or, pendant qu'elle disait ça, sa mère était dans la salle. Quand même, elle n'a pas étudié, mais elle comprenait quand même la langue. Elle avait eu mal. Très mal même. Alors, bon, comme ses amis, ses invités ne connaissaient pas la mère, personne ne pouvait s'inquiéter, dire que c'est elle, ainsi de suite. La fête a continué jusqu'à ce que la maman s'est retirée. Et quand elle s'est retirée, elle est allée au lieu d'aisance, aux toilettes. Et quand elle arrive là, elle a piqué une crise. Elle est tombée, elle meurt. La fête continue, l'ambiance continue, on boit, on mange, on danse, on se donne de cadeaux. Mais dans le cœur de Vanessa, elle cherchait avec les yeux où était sa mère. Mais elle constate que sa mère n'y est pas. Alors elle conçoit subitement une idée qui lui dit « Non, peut-être elle est rentrée à la maison. Elle est sortie, elle est rentrée à la maison. Je vais la rejoindre à la maison. » La fête prend fin. Le marié et sa femme, ils partent continuer leur nuit de noces. Qu'est-ce qui arrive? C'est la nuit qu'on appelle le mari, parce que ce sont eux qui sont organisateurs. Ils doivent on leur dit que derrière, dans des lieux d'aisance, il y a quelqu'un qui a rendu l'âme. Ah! Ils sont dépêchés rapidement. Le matin, ils sont arrivés sur les lieux. Et quand on constate, c'est le cadavre de la mère. Elle sent déjà ce poids-là. Elle a pensé directement ce qu'elle a fait à sa mère pour dire que voilà, c'est à cause de ce que j'avais dit, puisqu'elle prétendait déjà qu'il y aura toujours des conséquences. Alors elle se voit en face de toutes ces conséquences-là. Et ces conséquences, quelles sont ces conséquences? C'est la mort de sa propre mère. Tout l'amour qu'elle avait eu, et qu'elle était bénéficiaire de la part de sa mère, elle se retrouve que c'est cet même amour-là qui a tué sa mère. Avec son amour, elle a scolarisé la fille jusqu'à l'université. Mais cet même amour-là qu'elle portait pour sa fille a été traduit et c'est devenu un poison. Un poison pourquoi? Le même amour qu'elle avait l'a tué. Si peut-être elle n'avait pas pris toute cette bonne volonté-là de la faire scolariser, la laisser comme toutes les autres filles traîner à la cité, aller chaque jour au champ, peut-être qu'elle ne pouvait pas mourir. Mais cette bonne volonté, cet amour-là, a conduit la maman à la mort. Chérubin, quand est-ce que véritablement dans la vie, l'amour devient un poison? Très bien. Ce n'est pas seulement dans le contexte que nous venons de le démontrer que l'amour peut devenir un poison. Ça peut devenir un poison lorsque nous en abusons. On a toujours dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pour dire que quand bien même nous aimons la personne, mais nous devons borner cet amour-là avec des limites. Ces limites-là, ce n'est pas dire que nous devons haïr en quelque sorte la personne. Non, c'est une façon de conserver aussi notre vie. Puisque si nous donnons notre vie pour prouver réellement qu'on aime, et là, cette fois-là, cet amour-là va vous amener à un poison. On est dans un cadre purement congolais où, avec cette histoire, vous dressez le portrait de cette société congolaise dans laquelle encore et toujours on est déchiré entre d'une part la modernité, la pauvre Vanessa qui est allée dans une ville et la tradition. Et vous dites que cette tradition, malheureusement, elle est oppressive. Ah oui, il y a un problème qui se pose à ce niveau. Les problèmes sur lesquels, prenons l'histoire de Vanessa. Quand elle n'avait pas encore étudié, tout marchait très bien. Mais quand on étudie, vous savez, vous allez sentir que plus que la personne a beaucoup étudié, la personne développe une certaine conception des choses. Alors cette fois-là, la personne ne réfléchit pas, n'agit plus par le cœur. Il agit maintenant par le cerveau, par l'intellect. C'est pour dire qu'à un certain niveau, lorsqu'on a étudié, quelles que soient les relations que nous entretenons avec des différentes personnes, nous avons tendance à soustraire certaines personnes pour dire non, celui-ci n'est pas de notre rang social, un peu tout ça. Alors, c'est ce complexe-là. Parce que si vous essayez d'analyser trop bien, vous allez comprendre qu'elle n'a pas voulu biaiser sa réputation. Pour dire que,
Elle est licenciée, mais sa mère n'a pas étudié, elle ne sait pas parler français. Vous voyez un peu ce que ça fait. Ouais. Alors, ce complexe-là fait en sorte que l'amour que certaines personnes portent à notre égard devient poison de leur côté. Voilà. Mais vous vous posez une question qui m'a tiqué. Ouais. La question est celle de savoir jusqu'où peut-on aller pour satisfaire une société qui nous impose ces lois? Ah oui, jusqu'à quand aller satisfaire une société qui nous impose ces lois? Eh oui, on a toujours dit, là où se limite votre liberté, c'est là que la liberté des autres commence. Ça veut dire, faisons ce que nous pouvons faire pour cette société-là. N'allons pas au-delà de ce que la société nous demande de faire. Imaginez-vous... Qu'elle soit moderne ou traditionnelle. Qu'elle soit moderne ou traditionnelle. Je donne l'exemple du patriotisme. Bon, l'amour de la patrie, n'est-ce pas? On vous dit, par exemple, qu'il faut faire, comme il y a ce qu'on appelle les salongos, n'est-ce pas? Et vous, au lieu d'aménager, par exemple, toute votre entité, votre avenue, vous prenez la charge de l'OVD, par exemple. L'office de route et autres. Vous vous mettez à ramasser des pierres, mettre partout. Et curieusement, là, c'est cette mauvaise intention qui surgit dans votre tête. Vous devez laisser 500 francs. Ce sont des motards qui laissent. Vous savez qu'au départ, ça a commencé, c'était de l'amour. Mais votre amour-là vous amène très loin. Et lorsque l'État met la main sur vous, vous n'allez pas dire que non, parce que j'ai ma société, voilà, j'étais en train d'aplanir la route. Non, ce n'est pas votre affaire. Faites ce qu'on vous recommande de faire et limitez-vous là. Il ne faut pas aller entreprendre les excès, ce que j'appelle les excès de l'amour. On est pendant le mois de la femme et quand l'amour devient poison, à l'image de votre héroïne Vanessa, est-ce que vous avez un peu un argument, un commentaire à nous faire pour nous dire, voilà, à quel prix les femmes devraient aller chercher ce qu'elles demandent comme liberté, comme droit? Actuellement, il y a un problème qui se pose, comme je l'ai dit précédemment. Il y a un problème qui se pose. Le problème, c'est lequel les femmes elles-mêmes ne comprennent pas ce que c'est d'avoir leur liberté, leur droit, c'est quoi. Elles confondent le droit de la femme. Elles ont tendance, dans une certaine mesure, elles ont tendance à se prendre pour l'homme. Or, ce n'est pas ça. L'émancipation de la femme, parlons en termes d'émancipation, nous sommes au mois de la femme, c'est d'abord comprendre et réaliser, prendre conscience qu'on est d'abord femme. Quand on prend conscience, on sait qu'on est femme, on connaît sa place dans la société et là, on va bien orienter ses droits. Mais si on veut prendre l'émancipation de la femme ou ce qu'on appelle la parité de la femme, faire de ces droits-là, faire valoir ses droits plus que l'homme, non, ça devient un problème. Ici, quand on dit l'émancipation de la femme, c'est que la femme d'abord comprendre, prendre ce qu'on appelle la prise de conscience qu'elle est vraiment femme. Et quand qu'elle a cette prise de conscience, elle sait voir qu'elle est femme, elle connaît sa place. Mais si elle ne sait pas d'abord sa place dans la société, et là, ça devient un problème. Et c'est là que vous allez prendre, non, d'ailleurs, moi aussi je peux. Non, toi tu peux aussi quoi? Et dans notre société africaine, nous connaissons très bien que c'est l'homme qui épouse. Mais si la femme veut aller monter, dire que voilà, j'ai mes droits, j'ai ceci, cela, pourquoi ne pas dire aujourd'hui, elle veut toquer, dire que voilà, monsieur Marcus, je viens aussi donner la dot chez vous, pour que je vous... Non, ça ne se fait pas. C'est pour dire qu'elle doit d'abord prendre conscience par rapport aux réalités de notre continent, le continent africain. Donc, elle doit d'abord prendre connaissance qu'elle est femme. Et quand elle prend connaissance, elle sait déjà voir sa place dans la société et voir comment orienter ses droits. Quand l'amour devient poison, voilà donc pour nous une très bonne invitation pour que nous puissions nous questionner en tant qu'Africains, en tant que Congolais, en tant que Louchois, si on peut aller jusque-là, justement sur nos valeurs par rapport à nos traditions, et aussi la question de l'amour et même du sacrifice, vous le dites. Tout à fait. Et à ce niveau, il y a un problème encore. Comme je ne cesse de le dire, j'ai toujours dit, c'est un problème. Parce que quand il y a poison, c'est un problème. C'est un problème. Ouais. C'est un problème qui doit nous interpeller tous. Par rapport à la tradition, nous savons très bien que la femme dans notre continent africain est soumise à certaines normes. Ce que j'appelle les normes sociétales de notre continent. Quelles sont ces normes-là? La femme doit étudier, la femme doit être épousée, avoir des enfants,
ainsi de suite. Alors, lorsque la femme déborde, elle va au-delà de traditions qui sont fixées par notre continent. Elle veut maintenant copier le monde occidental. Là, ça devient dangereux. Puisque les choses, de la manière dont les choses se passent ici chez nous en Afrique, ce n'est pas de la même façon que cela se passe à l'Occident. Voyez-vous? Prenons l'exemple du mariage, puisqu'il s'agit du mariage. Ouais. En Europe, on peut se marier pour une durée quelconque. Ouais. Mais ici, chez nous, quand vous prêtez, vous dites que, en tout cas, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voyez-vous? Alors, lorsqu'on prend de telles décisions, nous devons aussi nous comporter en fonction de ces décisions-là. Sinon, l'un entre les deux va subir ce qu'on appelle le poison. Quel poison? Le poison de l'amour. Voilà, c'est un peu ça. Donc, nous ne devons pas aller au-delà de ce qu'il faut faire de l'amour. Sinon, ça devient poison. Donc, dès que nous débordons, nous dépassons les limites de l'amour, ça devient poison. Et ça devient vraiment meurtrier. Ça tue, comme ça tuait cette dame. Chérubin, est-ce que vous pensez vraiment que les femmes subissent de l'injustice? Mais tout à fait d'accord. Les femmes sont victimes. Elles sont victimes de réalités africaines. C'est là que vous parlez des lois qui nous sont imposées et de traditions qui nous oppressent. Oui, effectivement, il y a un problème qui se pose à ce niveau sur lequel, comme je le dis, il y a toujours un problème. Les lois ne sont pas imposées. Dès lors, si nous pouvons rentrer à la genèse, comment les choses ont commencé, en Afrique, nous avions nos croyances. Et c'est à partir de nos croyances que sont sorties nos lois. Alors, ce qu'on nous appelle ce qu'on nous amène actuellement, pour dire, parlons de ce que vous appelez modernité aujourd'hui. Ici, la femme est victime de certaines réalités par rapport à son statut en tant qu'être humain. Imaginez-vous s'il faut imposer à la femme, comme la société prétend ou pense l'appliquer. Vous dites à la femme, toi ta place c'est à la cuisine. Tu n'as pas droit de beaucoup étudier. Aujourd'hui, je me retrouve avec des condisciples dans l'auditoire. Vous trouvez une dame qui vous fait le master. Mais d'abord, elle est une femme. Pourquoi faire encore les masters? Aller te marier. Là, ça devient un problème. Ça devient un problème, pourquoi? Parce que vous imposez des lois de la société pour dire que non, la femme ne doit pas beaucoup étudier. Elle doit apprendre à lire des petits calculs et aller s'occuper des travaux ménagers. Ce qui n'est pas bon. Nous devons laisser la femme jouir de même tout le droit relatif à un être humain. Ça, c'est ce qui est fondamental. Nous ne devons pas imposer de loi pour dire que voilà ce que la femme ne doit pas faire, voici ce que l'homme doit faire, ce que la femme ne doit pas faire. Non, ça devient un problème. Ça devient un problème. Aujourd'hui, prenez une femme de 60 ans, un homme de 60 ans. Tous deux doivent présenter un test d'embauche. De qui entre les deux peut s'en sortir? Même quand vous voyez l'aspect extérieur, vous allez vous rendre compte que la femme de 60 ans paraît encore toute jeune par rapport à un homme de 60 ans. Pourquoi? Parce que l'homme, à force de travailler, son corps, il vieillit un peu trop vite. Mais avec la femme, parce que vous l'interdisez de ne pas beaucoup étudier, alors elle se sent vraiment limitée dans certaines opportunités. Voilà, c'est pourquoi je dis, la femme, nous devons la laisser jouir de tout le droit relatif à un être humain. C'est un être faible quand même. Un être faible par rapport à quoi? Et par rapport à qui? Par rapport à l'homme. Par rapport à l'homme. Qu'est-ce que l'homme a de supérieur par rapport à la femme, selon vous? Vous allez voir que la femme, d'ailleurs, je vous donne un exemple très facile. Les études qui ont été menées prouvent à suffisance que la femme est beaucoup plus intelligente que l'homme. Je vous donne l'exemple d'une jeune femme à qui vous donnez une promesse aujourd'hui en 2025. Plus tard, 10 ans après, vous allez déjà oublier. Mais elle vous rappelle que vous m'aviez dit ceci, cela. Alors, c'est prouve que la femme, il n'y a rien qui puisse s'empêcher. C'est juste une mémoire, en fait. Mais c'est ça, cette mémoire dont on a besoin dans la société. On n'a pas besoin d'autre chose, si ce n'est que cette mémoire-là. Alors, quand l'amour devient poison, c'est présent donc un cri contre l'injustice que les femmes subissent. Tout à fait. Et non pas seulement contre les femmes, mais aussi, vous allez voir que lorsque nous avons orienté cet ouvrage-là, c'est le poison, un amour qui est
si je peux le dire, homosexuel, entre femmes-femmes, voyez-vous? Donc ce crée, n'était pas, voilà, qui crée le poison. Ce n'est pas un amour d'un homme vers une femme ou d'une femme vers un homme qui crée le poison. Non, c'est pour dire que même entre hommes, l'amour peut devenir poison. Cela peut devenir poison lorsque nous débordons, nous dépassons le limite de cet amour-là. Voilà. Voilà, Chérubin, alors on dit quoi sur votre livre, si vous devriez le dire vous-même? Oui, les dire ici, c'est comme si nous vous interdisions de ne pas le lire. Alors, le meilleur conseil que nous vous donnons de ce livre, nous vous les recommandons. Lisez-le et vous allez voir que ce livre épingle toutes les réalités de la société africaine. Pourtant, juste un récit imaginaire. Et oui, un auteur, un écrivain, c'est d'abord un produit de la société. Il vit dans cette société-là. Il voit les choses, comment les choses se déroulent dans la société. Alors, il est en quelque sorte un prophète. Parce qu'avec la littérature, seule la littérature nous permet de savoir et de connaître d'où nous venons et où est-ce que nous allons. Lorsque nous imaginons un fait imaginaire, c'est pour dire qu'il y a des problèmes qui se posent dans la société et qu'on ne peut pas résoudre d'une autre façon si ce n'est que par la littérature. Initier aux gens de lire. Lorsque les gens lisent, ils ont vraiment un esprit ouvert de savoir comment les gens qui sont venus avant nous se comportaient et comment nous nous comportons aujourd'hui et notre comportement que nous affichons actuellement, comment cela peut influencer ceux qui viendront après nous. Voilà, merci donc parce que nous avons compris, nos téléspectateurs de même avec nous, quand l'amour devient un poison à lire obligatoirement et à retrouver. Et oui, l'ouvrage est déjà disponible. Nous comptons déjà entreprendre la cérémonie de vernissage qui aura lieu à Wallonie-Bruxelles. Ce sera le 30 avril. Où on peut se procurer le livre? Jusque-là, il n'est pas encore disponible dans une librairie, mais il le sera très bientôt. Merci beaucoup, Chérubin. C'est la fin de notre émission et nous sommes très contents d'avoir partagé avec vous autour de Quand l'amour devient un poison. En tout cas, nous vous remercions et nous disons sincèrement merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis en ce jour. Merci, vous êtes auteur de Femmes Noires, Femmes Nues, Mes mots d'amour sont là et Silence. On démocratise vos deux autres romans. Vous êtes master en français et vous êtes professeur de français à Bellevue. Et vous êtes aussi romancier, poète, nouvelliste, slammer. Merci de nous avoir regardé. Votre émission sur Arc-en-Ciel RTV, YouTube, Arc-en-Ciel RTV officiel sur YouTube. J'y arrive. Merci et au revoir.